Eh bien, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de On s'en parle, l'émission qui décrypte les différents sujets high-tech qui nous concernent en tant que consommateurs. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui justement? D'un objet assez conséquent qui fait partie intégrante de notre quotidien, devenu quasi indispensable, mais surtout beaucoup décrié, la voiture. Mais pas n'importe laquelle, la voiture de demain. On l'imagine volante, écologique, automatisée, ultra connectée, d'un design digne d'un vaisseau spatial. Tout ça nous paraît quand même assez lointain. Et pourtant, la voiture de demain existe déjà aujourd'hui et elle n'est pas aussi révolutionnaire qu'on peut le penser. Alors comment s'est déjà amorcé le changement avec la voiture du futur? Quels sont les véritables enjeux pour notre société? L'arrêt du thermique est-il vraiment bénéfique pour notre planète? À quoi ressemblera finalement la voiture de demain? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre dans On s'en parle. Avec moi aujourd'hui pour en parler, mon acolyte et spécialiste préféré, Damien Douani. Bonjour Damien, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, super. Jean-Pierre Cornu. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes l'auteur du livre Le nouveau monde de l'automobile, les promesses de la mobilité électrique. Vous êtes également consultant enseignant sur les sujets de la transformation de notre société. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Et Stéphane Lhomme. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire du nucléaire et vous avez vous aussi votre avis justement sur cette voiture de demain qui finalement va arriver très vite et qui est déjà là. Première question, j'aimerais vous la poser. Jean-Pierre, on va commencer par vous. Qu'est-ce que c'est pour vous la voiture de demain? La voiture de demain, c'est un outil qui va nous permettre d'aller à un point A, à un point B, en consommant le moins possible d'énergie, en consommant le moins possible de place sur les infrastructures et en ayant le moins possible de rejet dans l'atmosphère. En plus, ça sera un objet sympathique, avenant, sûr, qui permettra d'éviter les accidents, donc d'éviter 1 200 000 morts par an sur les routes de la planète, et quelque chose qui va assurer une fluidité conviviale de l'environnement, qu'il soit urbain ou rural. Stéphane, vous êtes d'accord avec cette réponse? Alors, j'ai envie de dire que c'est une vision très centrée sur les problématiques des pays riches. Faut quand même pas oublier que sur la planète, l'immense majorité de la population a très peu accès aux choses les plus importantes, même l'eau potable par exemple, et souvent ces gens-là sont très loin de pouvoir être un jour propriétaire d'une voiture. Et d'ailleurs, la question peut se poser, est-ce qu'il est bien indiqué que chacun sur cette planète soit propriétaire d'une voiture? Alors pour vous, la voiture de demain, c'est quoi du coup? Alors, il y a ce qui se profile. Alors, effectivement, ça ressemble à ce qui a été annoncé. Mais à nouveau, pour le moment, en tout cas, pour des gens qui vivent dans des zones privilégiées de la planète, et puis peut-être dans un futur plus lointain, ou peut-être plus vite qu'on ne le croit, peut-être que la voiture, ça sera une voiture à pédales, un vélo, ou tout simplement nos pieds, nos jambes. Parce que on va certainement évoquer cette question. On est dans un monde fini, je crois que tout le monde le sait, avec des ressources naturelles finies et qui s'épuisent. Et les promesses de la technologie sont stupéfiantes, très impressionnantes, mais est-ce bien raisonnable et est-ce soutenable? Bon, moi, j'ai plein de questions à vous poser, bien sûr, sur l'écologie, sur vraiment à quoi va ressembler cette voiture, l'autonomie, on en parlait il y a quelques minutes aussi. Juste avant, j'aimerais vous proposer l'œil avisé de Damien Douani. Alors Anthony, est-ce que tu as déjà eu un livre d'images? Oui, parce que je ne sais malheureusement pas lire, donc oui, mais ça ne se voit pas. Non, je parle bien sûr pas des livres d'images avec des dessins à l'encre de Chine. Je ne parle pas d'albums à colorier, ce genre d'album qu'on trouve de fin 19e avec des jolies petites gravures dedans et avec marqué en dessous « à l'an 2000 ». Alors, j'en ai retrouvé un que j'ai feuilleté récemment, et donc à l'an 2000, les trottoirs sont roulants, il y a des robots pour construire des immeubles, les élèves apprennent grâce à des machines qui leur lisent les cours automatiquement, et les voitures volent. Et puis j'avoue que lors de ma lecture, j'ai esquissé un petit sourire, parce que je trouvais que c'était très solutionniste technologique, et très candide aussi. Et puis, lorsque j'ai vu le 6 janvier 2021, il n'y a pas loin, il n'y a pas longtemps, un Jamiroquai armé en plein milieu du Congrès américain, je me suis dit que finalement, tout était peut-être possible. Donc, il fallait avoir l'esprit assez ouvert. Et qu'est-ce qui t'a marqué justement dans ces images? Alors justement, c'est la vision de la mobilité du futur qui m'a marqué, à commencer par la voiture de demain.
j'ai essayé de comprendre justement pourquoi nous étions si attachés finalement alors attachés en plus avec une lésion dangereuse que je viens de faire, pourquoi nous étions si attachés à ces tas de métal sur 4 roues. Alors d'abord je pense qu'il y a la nostalgie, la tendresse du souvenir, la première voiture que l'on a eue après son permis, les premiers émois sur la banquette arrière, les voyages interminables en famille sur les sièges en couvert de Sky, de housse velours, ça c'est mon souvenir. C'est ton souvenir? Alors non, pas vrai, c'est pas vrai. Mon vrai souvenir, c'est en fait, je me suis retrouvé un jour, et c'est une vraie histoire, je me suis retrouvé sous le fauteuil avant passager de la voiture de mes parents, suite à un coup de frein un peu violent de mon père, qui m'a fait tomber de mon couffin, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de ceinture à l'arrière. Et puis, il y a l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quoi? C'est celui qui fait voler les taxis dans les airs dans le cinquième élément, c'est celui qui fait rouler les voitures toutes seules dans K2000, ou bien c'est celui qui permet à une DeLorean de voyager dans le temps, comme j'ai sur mon t-shirt d'ailleurs. Et comme dit d'ailleurs Doc Brown, Marty, quitte à voyager dans le temps à travers au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule. Alors justement, entre les souvenirs et la fiction, est-ce qu'il y a un juste milieu? Alors justement, Anthony, quand on y réfléchit, la réalité d'aujourd'hui et surtout celle de demain, c'est en train de rattraper la fiction. Ce qu'on voit, c'est que Airbus réfléchit sur des drones urbains de type taxi. Tesla, lui, commercialise des voitures semi-autonomes. En revanche, sur le voyage dans le temps, on sèche encore un tout petit peu. Et finalement, la voiture, c'est bien dommage, finalement, la voiture de demain, on la discerne assez bien. Elle sera électrique, silencieuse, rejetant moins de CO2, une mobilité plus calme, où les automatismes prennent la main pour nous dégager du temps dans l'habitacle. Elle est connectée, elle est 5G, elle fonctionne en réseau avec d'autres véhicules et elle propose des services de divertissement à ses passagers. Et d'ailleurs, pour Pascal Brier, qui est directeur général adjoint d'Altran et qui est aussi leur directeur de l'innovation, cette évolution se fera par paliers. On commence sans les pieds, puis sans les mains et enfin sans les yeux. C'est un petit peu rose comme vision quand même. Oui, alors c'est vrai. Tout au moins, les solutions apportées par la voiture de demain pourraient apporter sur l'eau de questions. L'autre question, dès aujourd'hui, exploitation minière accrue pour la fabrication des batteries, production électrique augmentant le niveau de CO2, vous l'avez dit tout à l'heure, création de nouveaux véhicules, de nouveaux réseaux de recharge électrique, renouvellement du parc générant un fort volume de voitures thermiques liées à la casse. Le bilan est véritablement loin d'être neutre. Alors, autre souci, dans une électronisation galopante des voitures, viennent s'immiscer des nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, on les connaît, c'est les fameux GAFAM, qui proposent de devenir les systèmes d'exploitation de ces voitures et qui ajoutent donc au bilan écologique une crainte pour la protection des données personnelles. Et puis, il y a le problème de fond qui n'est pas résolu. Alors, quand on demande à l'INSEE, qui vient de sortir une étude, peut-être que vous l'avez lu en janvier 2021 sur la mobilité des Français, il ressort que 42% des personnes dont le lieu de travail est situé à moins d'1 kilomètre de chez eux prennent la voiture pour s'y rendre, alors qu'un kilomètre, ça se fait à 10 minutes à marche à pied. Pourquoi ce chiffre précisément? Alors, les statisticiens de l'INSEE ont fait, j'ai pas réussi à le dire, je l'ai répété pourtant, les statisticiens de l'INSEE ont fait leur hypothèse, les trajets, alors il y a les trajets chaînés, ce qu'on appelle les trajets chaînés, c'est je vais au travail, mais je dépose les enfants en chemin et puis j'achète du pain. Ouais. Il y a aussi l'état de la voirie. Et le manque de pistes cyclables, par exemple. Il y a aussi la promiscuité dans les transports. Actuellement, c'est pas très Covid-friendly et qui fait que on n'a pas trop envie d'aller dans les transports. Et puis, il y a la question de la disparité sociale. Ce sont les artisans, les agriculteurs, puis les ouvriers, à près de 70% qui utilisent le plus la voiture pour faire moins de 5 km. Et seulement 49% des cadres, des chiffres qui peuvent s'expliquer par le besoin qu'ont certaines professions de transporter par exemple des objets, ou aussi l'aménagement des lieux où ils vivent, ou le travail des cadres, les horaires de travail, ou tout simplement l'aspect statutaire du véhicule. Donc la voiture de demain, elle est à repenser dans un environnement plus global, dans l'idée de réinventer les villes et les réseaux de transport. Donc ça serait quoi finalement la vraie raison? Alors l'explication la plus fiable qui viendrait, c'est tout simplement celle de l'habitude. L'habitude d'être au chaud, dans son cocon, à 1,1 personnes dans sa voiture en moyenne. Alors on va dire 1, vous faites grâce de la virgule. Dans une voiture en moyenne de 5 places, donc de 5 personnes. En clair, vouloir se déplacer autrement qu'en voiture personnelle, dans les voitures, dans les véhicules partagés, dans les transports en commun, à pied, à vélo, ce qu'on appelle les transports multimodal, c'est oser tout simplement s'aventurer en dehors de l'habitacle protecteur, considérer différemment ses trajets, finalement apprendre à n'utiliser son véhicule que lorsqu'il est indispensable. Et c'est peut-être ça la vraie révolution dont a besoin la voiture, le changement de nos mentalités. Et juste, merci beaucoup Damien. Justement, cette dernière phrase, moi je voudrais qu'on rebondisse là-dessus. La révolution dont a besoin la voiture, c'est celle de nos mentalités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, oui, bien sûr. Mais alors, il faut se mettre dans l'histoire, non pas se projeter dans le futur, mais regarder le passé. La voiture a 135 ans. Déjà? 135 ans. Elle date de 1885, premier tricycle à moteur de Karl Benz, et elle a connu un essor continu jusqu'à maintenant, sauf l'année Covid, puisque en 2019, on a produit à peu près 90 millions de véhicules dans le monde. Cette année, ce sera autour de 70-65. Pourquoi ce succès ? D'abord, on a voulu se débarrasser du cheval. Le cheval, c'était une horreur absolue à la fin du 19e. Les villes étaient polluées, il y avait des crottins partout, il y avait toute une bande de gens autour du cheval, palefreniers, tout ça. C'était un milieu qui n'était pas recommandable du tout. Et tous les planificateurs urbains, tous les gens qui étaient responsables disaient « on se débarrasse du cheval ». Et le cheval était coûteux à entretenir. Et c'est extrêmement intéressant, puisque finalement, les problèmes d'aujourd'hui ne sont que les solutions d'hier. On a voulu progressivement faire monter en puissance la voiture à moteur thermique, qui a éclipsé la vapeur et l'électrique dès la fin du 19e siècle. Et on a construit aujourd'hui un système autour du véhicule automobile qui a complètement façonné nos paysages, notre manière de vivre, notre manière de travailler, d'habiter. On habite en fonction du véhicule. Un peu moins en Europe qu'aux États-Unis, mais il est absolument évident que la culture automobile a façonné notre société. Donc on est tributaire de l'automobile. On est tributaire parce qu'on a voulu, et parce qu'il y a un confort, parce qu'on en a parlé, il y a un plaisir à avoir la voiture. On a deux éléments dans la voiture. On a le traitement de son ego. J'ai une belle voiture, c'est super sympa. Ça, c'est vrai pour le coup. La dimension statutaire. Voilà. Et je suis content d'avoir une voiture. C'est un gros jouet. Et surtout pour les hommes. C'est un gros jouet. Ensuite, c'est pratique. Je vais d'un point A à un point B sans rupture de transport. Et avec le moteur à essence, on a trouvé une solution pour démocratiser la voiture, puisque l'essence, c'est pas cher, ça a une forte puissance calorifique. Et du coup, on a inventé un système très agréable, mais très contraignant. Je me permets, vous êtes d'accord avec ça, Stéphane, aussi? Oui, globalement. Alors, c'est vrai qu'au départ, on peut dire que la voiture a été une bénédiction. Elle a permis à des gens qui n'avaient pas les moyens de se déplacer. Autrefois, seuls les riches pouvaient se déplacer. Ça a permis à des gens modestes, eh bien, voilà, en cassant leur tirelire, mais d'acquérir une voiture et d'aller effectivement se promener beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc, on peut parler véritablement de démocratisation. Donc, on peut trouver tout un tas d'aspects extrêmement positifs au développement de la voiture individuelle. On se rappelle le cahier des charges de la 2 chevaux, c'était deux agriculteurs, enfin un groupe d'agriculteurs un sac de voiture, un sac de pommes de terre, en sabot et sur des routes cabossées. Voilà. On est loin. C'est assez révélateur de ce que vous dites. Voilà. C'est pas très loin et en même temps, on est loin. Mais cette finalement bénédiction est en train de se transformer en malédiction parce que maintenant tout le monde doit avoir sa voiture sur Terre. On va se retrouver avec plus d'1 milliard de véhicules. Si on compte les camions, on y est certainement très largement. 1,4 milliard. Voilà, 1,5 milliard de véhicules à moteur. Ouais. Et évidemment, il y a des dramatiques problèmes. Alors, il y a la place dans les villes, les accidents, tout ce qu'on veut, mais aussi évidemment la pollution et tout ce qui est nécessaire à la fois pour fabriquer ces véhicules et pour les faire avancer. Et donc là, évidemment, on tombe sur la question essence ou diesel, donc voiture thermique ou voiture électrique, mais on va voir que finalement, ça ne change pas grand-chose. Alors justement, une voiture à moteur est une calamité environnementale, qu'elle soit thermique ou électrique. Alors ça justement, on a compris en ce qui concerne l'écologie, la protection de l'environnement, etc., surtout la pollution, on a compris que la voiture thermique est un véritable fléau par rapport à ce sujet-là. Et justement, la promesse, en tout cas sur le papier, de la voiture électrique, la voiture de demain, pour le coup, c'est justement d'être écologique. Est-ce que c'est le cas vraiment ou pas du tout? Est-ce qu'une voiture électrique demain, enfin celle qui existe aujourd'hui ou celle qui sera en tout cas commercialisée demain, est-ce qu'elle est vraiment plus écologique que la voiture thermique ou pas du tout? Alors non, évidemment, la voiture électrique
est une calamité environnementale au même titre que la voiture thermique. Alors, en partie de la même manière et en partie différemment, de la même manière parce qu'il faut des matières premières, de l'énergie pour fabriquer ces voitures et des quantités de plus en plus importantes. Et puis après, il y a l'énergie utilisée pour faire avancer le véhicule. Donc, quand c'est évidemment issu du pétrole, on sait que c'est extrêmement polluant. Mais une voiture qui avance avec de l'électricité, il ne faut pas croire que l'électricité, elle arrive toute seule. Elle est produite par des filières et des usines qui elles-mêmes ont des conséquences environnementales absolument terribles. Et c'est sans parler de tout ce dont on a besoin dans les batteries d'une voiture électrique, le lithium, le graphite, qui ont on a actuellement des mines de lithium dans les Andes où des populations d'Indiens vivaient depuis des millénaires paisiblement. Et tout d'un coup, on est arrivé, nous, on va dire les Occidentaux, en leur disant vous devez partir parce que vous êtes sur les plus grosses réserves de lithium de la planète. Et on a d'immenses mines de lithium dans les Andes, Bolivie, Pérou, et qui ont qui causent des ravages environnementaux terribles, où on expulse ces gens qui vivaient paisiblement. On peut parler aussi de la filière graphite. Il y a eu un reportage qui est passé sur France 2, envoyé spécial, il y a 1 ou 2 ans, où on voyait que c'était en Chine, dans des hangars moyenâgeux, c'était vraiment germinal, où d'ailleurs même le responsable du hangar avait dit à l'équipe de télévision « Entrez si vous voulez, moi je rentre pas », et dedans il y avait les ouvriers qui préparaient le graphite et qui le respiraient à plein nez, et qui étaient en train évidemment de se tuer les poumons. Et donc, et tout ça pour que des urbains occidentaux privilégiés puissent rouler en voiture électrique en disant « Regardez comme je protège l'environnement », ce qui est véritablement une tromperie. Jean-Pierre ? Moi, je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il faut toujours regarder l'évolution dans le temps. Aujourd'hui, tout confondu, c'est-à-dire du puits à la roue, c'est la terminologie qu'on utilise dans ce métier, une voiture électrique pollue moins qu'une voiture thermique équivalente. Significativement moins. Elle ne pollue pas au lieu d'usage. C'est ça. Et ça, c'est un agrément considérable. Elle ne pollue pas parce qu'il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère. Quand elle roule. Quand elle roule, oui. Mais pour les rejets, ils sont faits avant. Oui, non, mais c'est ce que j'explique. Voilà, justement. C'est important. C'est de la délocalisation de pollution. Elle ne pollue pas de façon sonore, ce qui change complètement l'atmosphère des villes. Bien sûr. Des villes beaucoup plus agréables à vivre. Mais effectivement, la pollution est concentrée sur le stade de fabrication. Fabrication du véhicule, bon, c'est pas plus polluant qu'une voiture thermique à fabriquer, moins, parce que c'est moins compliqué. Donc il y a moins de matières premières, il y a moins de pièces, il y a moins d'étapes. C'est beaucoup plus facile de faire une voiture électrique. La technologie est relativement simple. On met une base roulante, un ou des moteurs électriques et des batteries. Par contre, la pollution des batteries aujourd'hui est concentrée au niveau de la fabrication. C'est vrai que le ion lithium nécessite évidemment du lithium. Lithium, c'est un matériau qu'on trouve abondamment sur la planète, mais qu'il faut trouver ou dans des mines, dans des cailloux qu'il faut casser, donc c'est de l'énergie, de la poussière, du bruit, ou dans des saumures, on va l'extraire et le trier, et donc on va pomper des saumures, notamment, effectivement, en Colombie. Le problème du lithium, c'est qu'on en fabrique 77 000 tonnes par an, alors que le pétrole aujourd'hui, c'est tout à fait considérable. Il faut comparer avec le pétrole. Le pétrole, c'est des millions de barils jour qui se transportent d'un bout à l'autre de la planète avec des camions, avec des pipelines. C'est des émissions de SO2, de NO2, NOx, partout. Donc il faut comparer. Alors, je ne dis pas que la voiture électrique est verte. Mais elle est moins grise que la voiture. Pourtant, quand on parle de la voiture électrique, on a toujours tendance à la comparer à une voiture, voilà, au vert et à l'écologie. Donc, pourquoi ? C'est un progrès. C'est comme le crottin de cheval. Oui. On avance d'un cran. Mais le vrai problème, il est que quel que soit le mode de propulsion, on a besoin d'énergie pour se bouger. Quand on fait du vélo, on a besoin de manger. Et donc, on a une chaîne alimentaire compliquée. Parce que
on va consommer de l'énergie. N'oublions pas que toute l'histoire de l'humanité, 300 000 ans d'histoire, c'est 300 000 ans de piétons. Nous étions piétons, nous sommes nés piétons. Tout jusqu'au début du XXe siècle, on marchait à pied. Le cheval était réservé à une micro-élite, parce que ça coûtait cher, comme on l'a dit. Et finalement, ça fait pas de mal. Et être piéton, c'est bien, mais ne pas quitter un rayon de 25 km autour de son lieu de naissance pendant toute sa vie, c'est certainement pas un choix que quiconque aujourd'hui accepterait de faire lucidement. Dans la société actuelle, ça c'est une certitude. Et donc, la mobilité fait partie de la civilisation. Pour revenir sur ce que vous dites sur les mines, et faire le parallèle de ce que vous disiez, Stéphane, il y a quelques instants, est-ce qu'on pourrait imaginer réellement, par rapport à des volumes de production de pétrole versus ce qu'on peut trouver dans les mines, est-ce qu'il est réaliste, imaginons qu'on dise que la voiture électrique soit mieux que la voiture thermique? Partons de ce postulat. C'est en tout cas ce qu'on a dans l'esprit collectif. C'est ce qu'on a dans l'esprit, mais on a entendu effectivement vos éléments. Est-ce que franchement, les ressources que l'on a pour produire des batteries, etc., sont suffisantes versus les millions de barils par jour pour véritablement un jour imaginer d'éclipser la voiture thermique? Oui. C'est réaliste. Oui, alors, il faut jamais raisonner toutes choses étant égales par ailleurs. Parce que quand on dit ça, on ne se projette pas dans un monde où on va produire 90 millions de voitures électriques par an. On va changer les habitudes. Et notamment parce que la voiture, c'est ça le point dur. La voiture électrique, elle permet d'être facilement mutualisée. C'est extrêmement facile d'utiliser une voiture électrique. C'est extrêmement facile de la mettre en voiture partagée Uber ou Didi en Chine. Et c'est ça la vraie transformation de la société. C'est que votre type qui va en voiture thermique chercher son pain, eh ben, peut-être que demain, il aura une livraison par un automate électrique à très faible déplacement d'énergie qui viendra lui livrer, comme on le faisait dans les années 50, le lait à domicile, il va lui livrer son pain. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut raisonner mobilité, mais pas seulement des personnes, mais aussi des biens. Stéphane, je voulais vous demander, donc vous nous avez expliqué le lithium, etc., que c'était vraiment quelque chose qui polluait. Est-ce que pour vous, quand même, vous êtes satisfait si un jour on abandonne complètement le thermique ou pas du tout? Alors déjà, ouais, je précise bien que je ne fais absolument pas la promotion de la voiture thermique. Non, bien sûr, bien sûr. Dont je répète que c'est une calamité environnementale. C'est important de mettre le doigt sur le fait que la voiture électrique est polluante aussi. J'attire l'attention sur le fait qu'on n'a pas du tout avec la voiture électrique une alternative qui va sauver la planète, comme on dit souvent. Il faut, par exemple, rien que pour le CO2, actuellement la fabrication des batteries d'une voiture électrique, c'est l'équivalent de 10 à 15 ans d'utilisation d'une voiture thermique en émissions de CO2. Et ça, avant même que la voiture électrique n'ait roulé 1 cm. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Il ne faut pas oublier aussi que la voiture électrique pollue quand elle roule. Alors elle n'a pas de pot d'échappement, mais il y a des émissions de particules fines par les pneus, par les freins et par le goudron sur lequel la voiture roule. Donc ça, pas évidemment, plus ni moins que la voiture thermique. C'est comme pour la voiture thermique, effectivement. Mais la voiture électrique ne protège absolument pas des pollutions et cause des dommages différents. Et alors en plus, là où on va vers quelque chose d'encore plus problématique, c'est que on va dans un monde où on nous dit la voiture, elle va être électrique et connectée. Alors, ça va apporter des choses tout à fait prodigieuses sur le plan technologique, sur la sécurité, mais il faut savoir qu'une voiture connectée, ce sont des données qui sont captées en permanence par les sociétés, qui mettent ça dans des centres de big data gigantesques. Alors, il n'y a pas que les voitures, il y a aussi tout ce qui est les compteurs d'électricité, tout de toute façon aujourd'hui ramène des données qui sont dans ces centres de data, qui consomment des quantités absolument astronomiques d'énergie. Et donc, il faut s'imaginer dans un monde à 1 milliard de voitures électriques et connectées qui envoient à chaque instant des données qui seront conservées indéfiniment, parce que les sociétés ont besoin de ces données pour avec des logiciels très puissants, voir tous les comportements des usagers, etc. Donc, il faut imaginer que derrière la voiture électrique, dont on nous dit qu'elle est propre parce qu'elle est électrique et connectée, eh bien, il y aura tous ces centres qui vont capter toutes ces données et qui consomment eux-mêmes des quantités astronomiques d'énergie, qui déploient de la chaleur de manière extraordinaire. Et donc, on voit que finalement, ce monde de la voiture électrique et connectée
promet malheureusement de nous amener vers un monde absolument terrifiant. Moi, quand vous parlez de voitures connectées, pour moi, c'est simplement ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que le portable est connecté au poste, en Bluetooth, on peut mettre la musique qu'on veut, on a le GPS également. On va tendre vers quoi d'autre, finalement, dans le futur, avec une voiture connectée? À quoi il faut s'attendre? La voiture connectée, elle a plusieurs usages. Alors, effectivement, depuis une trentaine d'années, on commence à mettre du traitement de la donnée à l'intérieur du véhicule. Qu'est-ce que vous appelez le traitement de la donnée? C'est important de le préciser. Tout simplement, par exemple, quand je freine, eh bien, je vais intégrer la vitesse de rotation des roues. Je vais avoir un calculateur qui va optimiser la pression de freinage sur chacune des 4 roues pour éviter de me mettre en travers de la route. Les résultats sont là. 3600 morts. L'ABS, par exemple. L'ABS. 3600 morts par an aujourd'hui sur les routes de France. En 1973, c'était 16 500. Donc, pourquoi? Eh bien parce qu'on a des voitures plus sûres, des voitures qui se conduisent plus aisément, et on va rajouter des éléments de sécurité, d'analyse, de diagnostic de l'environnement. On s'est repéré un cycliste, on s'est repéré une personne qui traverse une rue, un animal. On va éviter les collisions avec des radars, des lidars, des outils à ultrasons, etc. Objets qui sont miniaturisés et qui vont consommer de moins en moins de matières premières et d'énergie parce qu'on sait les faire intelligemment. Donc une voiture connectée, c'est une voiture qui a une lecture de son environnement pour aider en tout cas le conducteur à prendre les meilleures décisions possibles. Et ça, c'est un bénéfice. Mais donc, il y a une passerelle qui est quand même très infime entre la voiture connectée et la voiture dite autonome. Ah, elle n'est pas infime. C'est un abîme. Parce que, qu'est-ce que c'est une voiture autonome? C'est une voiture qui n'a pas l'intelligence de l'homme au volant. Depuis mais on tend 135 ans... On tend à ça, justement ça va prendre énormément de temps. Oui, c'est les voitures des films futuristes. C'est le vieux rêve de l'humanité, c'est de faire de la techno et de résoudre tous les problèmes de l'humanité. C'est le transhumanisme. C'est le solutionnisme technologique. On ne va plus mourir, etc. La voiture autonome, elle répond à quelques usages limités et on se rend compte qu'elle est extrêmement difficile à concevoir parce qu'aujourd'hui, faire d'un objet en métal qui est stupide, complètement stupide, hein, un objet intelligent en lui donnant des yeux, des oreilles, un cerveau, eh bien, ça se révèle extraordinairement coûteux et compliqué. D'autant plus qu'il n'y a pas de business model derrière. Pourquoi faire? Alors, on imagine, et il y a dans le monde quelques véhicules urbains, des navettes autonomes qui font quelques kilomètres à 25 km/h, et ça rend des services. Et c'est pas un drame, on sait le faire. Mais la voiture généraliste, qu'on va siffler comme Jolly Jumper, et qui va venir vous chercher pour vous amener à l'école ou chez le boulanger, c'est pas pour demain. C'est dommage, je rêvais de le faire, il m'a montré. Pareil. Tu vois, viens me chercher. C'est vraiment le 5e élément Total Recall avec Jean Renégard, quoi, la voiture qui... Alors la voiture volante, c'est encore moins pour revenir à ce qu'on revenir. Vous dites sur la navette, vous avez ébauché un sujet tout à l'heure qui était la question de la combinaison des différents éléments, et vous disiez il y a quelques instants aussi que finalement aujourd'hui tout est, on va dire, producteur de pollution quelque part. Est-ce qu'une solution, peut-être qui permet de trouver, parce qu'à part aller à pied, je vois pas comment on peut éliminer complètement la pollution, est-ce que la solution, ou une solution, peut-être justement de trouver la combinaison la moins polluante, au sens, ce qu'on appelle la multimodalité, en gros, combiner les modes de transport. Est-ce que ça peut être une solution? Est-ce qu'on y travaille déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense actuellement? Oui, alors, la mobilité multimodale, elle est déjà à l'œuvre. Tous les jours, on va prendre son métro à pied, on va prendre un bout de métro à pied, on va louer un vélo. Même ça, je m'excuse, mais c'est pas dans toutes les villes. Quand même. Oui, c'est dans les grandes villes, donc c'est pas démocratisé encore. Mais en France, il y a énormément de villes. Il y a plus de 50 villes qui ont des tramways maintenant. Complètement. Alors qu'on les avait tous fermés dans les années 60. Tout à fait. Oui, mais est-ce que finalement, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais est-ce que finalement, c'est pas simplement pour les personnes qui vivent en ville, dans les grandes villes? 70% de la population de la planète vit dans les villes. Oui, mais en ce moment, avec ce qu'il y a eu, le coronavirus et le confinement, les gens ont tendance à quitter les villes.
je demande à voir, parce que c'est très compliqué d'aller s'installer en Ardèche et d'avoir le même niveau de soins, le même niveau d'éducation, le même niveau de service que quand on est à Levallois-Perret. Oui, mais on a vu qu'il y a quand même une tendance, on ne peut pas le nier, il y a quand même une tendance, il y a beaucoup de personnes qui quittent les grandes villes. Les tendances s'observent sur le long terme. La tendance de l'ultra court terme, c'est quelques bobos parisiens qui ont quitté Paris pour aller s'installer dans leur résidence secondaire en Ardèche. On verra. Beaucoup, mais pas que. On verra ce que ça va donner. Pour pouvoir s'installer effectivement dans des endroits comme ça, il faut être un travailleur du tertiaire. Il faut avoir des moyens de télécommunication. Il faut être capable d'élever convenablement sa famille, de la soigner, etc. C'est pas facile. Attendons le premier hiver. Et puis on verra ce que ça va donner. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, vous savez, il y a des tendances de long terme. La démographie. Pourquoi on s'agglutine dans les villes depuis Rome ? Parce que c'est pratique. La ville est l'endroit le moins énergétivore pour mettre du monde. C'est tout simplement, il y a de l'efficience. Ben là, c'est comme pour la voiture, on peut dire que la ville, effectivement, ça a pu être une bénédiction à un moment donné, mais qui est aussi, et déjà maintenant depuis longtemps, en train de se transformer en malédiction, parce que la ville, c'est des problématiques urbaines dramatiques, des gens qui sont, on va dire, stockés, on va dire, dans certains quartiers malfamés, d'autres avec des quartiers résidentiels, extrêmement avantageux, mais qui se protègent. On va commencer à mettre des murs pour protéger. On rejoint ce qui était vu par les auteurs de science-fiction autrefois, dont on se disait qu'ils avaient vraiment une imagination extraordinaire, mais on est en train d'arriver dans ce monde. C'est pour ça que l'histoire de la voiture, elle concerne actuellement une minorité très privilégiée de la population mondiale. Et alors, si on arrivait à une démocratisation, il faut toujours avoir l'idée, ce qu'on appelle l'effet rebond. Mettons que vous arriviez à faire des voitures. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir, si on a des voitures, c'est d'avoir des voitures très petites, très légères. Très légères. Et alors, après qu'elles soient thermiques ou électriques, à la limite, peu importe, j'ai envie de dire, parce qu'une voiture très petite et très légère va consommer immensément moins d'énergie. Mais pourquoi on n'a pas confiance en ces voitures, si justement ? on fait ça, et si ça se démocratise plus et qu'il y a beaucoup plus de gens sur la planète qui ont les moyens d'avoir ces voitures qui seront beaucoup moins polluantes que celles actuelles, mais il y aura beaucoup plus de voitures. Donc, en fait, au total, on va continuer à consommer toujours plus d'énergie et à toujours tirer sur cette pauvre planète qui n'en peut déjà plus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? De toute façon, tôt ou tard, on arrivera à un moment donné où l'énergie sera devenue tellement rare qu'elle sera un tarif extraordinaire et que se déplacer deviendra un luxe. Donc, ça sera le retour du cheval ou pas du tout ? Mais c'est déjà le cheval, commencé. ça consomme beaucoup d'énergie. C'est déjà commencé. Il y a des endroits où on commence à avoir des travaux. Donc en fait, on est dans un cercle. En agriculture avec les chevaux. Mais de toute façon, l'humanité devra, de fait, y revenir mathématiquement à réduire sa consommation d'énergie. Parce que effectivement, les ressources s'amenuisent, que ce soit de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium. Alors, c'est pas pour demain matin, parce que on nous parle de la société de l'après-pétrole. Il faut quand même savoir que l'après-carbone, on parle de la société sans carbone. Pétrole, gaz, charbon, c'est 80% de la consommation d'énergie sur Terre. Et tous les jours s'ouvrent des nouvelles mines de charbon, des nouveaux gisements de pétrole. Nouvelles centrales thermiques. Dans les zones les plus reculées de la planète, en Alaska, en Sibérie, près de l'Arctique, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de belles paroles. Et en fait, une humanité, vous savez, ce que je disais souvent, c'est que la situation ira mieux sur la planète lorsque les êtres humains, collectivement, seront devenus raisonnables. Ou auront disparu. Je pense, alors ils seront raisonnables. S'il vous plaît. Parce que, à vous entendre, c'est quand même l'homme le problème. Cette espèce animale qui a pris le pouvoir sur la planète n'est pas toujours bien sympathique, ni avec les autres espèces, ni avec elle-même. Si on part dans l'hypothèse de dire qu'effectivement l'énergie va s'amenuiser, mais qu'on a quand même besoin de se déplacer. Aujourd'hui, c'est quoi la bonne formule? C'est quoi la voiture de demain, qui est peut-être finalement la mobilité de demain? Ce serait quoi celle qui serait qui trouverait peut-être l'équilibre
on parlait d'équilibre, mais qui permettrait effectivement d'avoir la durée de vie la plus longue. Oui, ce que je disais, c'est vraiment la voiture la plus petite possible, parce qu'effectivement, la plupart du temps, il y a une personne dans la voiture. 1,1, oui. Voilà. Donc, toute petite, qui consomme très peu, très légère, et donc qui consomme très peu. C'est le moindre impact sur moins de 2 litres, ou même 1 litre. Et on pourrait avoir des voitures plus grandes, qu'on pourrait louer ponctuellement pour un déplacement, pour aller voir la famille à quelques centaines de kilomètres. Mais au quotidien, personne n'a besoin d'une voiture de 5 places. Est-ce que c'est les tendances qu'on voit aujourd'hui? Par exemple, il y a un constructeur français qui a sorti une petite voiture électrique, qui d'ailleurs... L'Ami, voilà, effectivement, c'est Citroën en l'occurrence, qui a proposé cette voiture, qui est une petite voiture qui fait vraiment une sorte de quadricycle électrique, finalement, deux places, pas très cher d'ailleurs. Est-ce que quelque part, c'est une conséquence de la réflexion qu'ils ont pu avoir de ce que vous êtes en train de dire? Forcément. Oui, mais moi je pense qu'on traite finalement 2 sujets. On traite l'objet automobile et comment il va évoluer, plus gros, plus petit, électrique, etc. Et on traite la mobilité. Vous l'avez dit, la mobilité de demain, elle sera multimodale, encore plus multimodale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et il va y avoir une complémentarité, et c'est justement l'information qui va nous permettre de faire le lien. On utilise tous des applications pour trouver le parcours le plus efficace. Donc, la recherche de l'efficacité, c'est effectivement trouver d'un point A à un point B les meilleurs moyens de transport pour le faire en temps réduit, mais demain en CO2 réduit. Donc, on pourrait et en énergie une application de transport, et demain, je pourrais choisir entre le plus rapide ou le moins consommateur. Mais ce qui va se passer demain, et moi, je pense que ça, c'est un modèle qui est très sérieux. C'est de dire, je ne vais pas payer le transport, je vais payer l'émission de CO2. Eh bien, je vais mettre 30 minutes et je vais être à CO2 0, ou je vais mettre 5 minutes et je vais payer 10 € de CO2. D'accord, donc vous payez la pollution. Oui, bien sûr. Et ce qui permettra d'alimenter des fonds, c'était en fait l'idée formidable que la Suède a mis en place depuis maintenant 20 ans, qui est la taxe carbone, c'est de faire payer le volume de carbone. Le pollueur-payeur. Oui, que l'on utilise. Alors, ce à quoi je voudrais rajouter quand même qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie qui pose problème. Et quand en France, on nous dit que la voiture électrique est encore plus propre, alors qu'elle ne l'est pas, mais elle est encore plus parce que l'électricité est nucléaire et donc propre, eh bien c'est oublié évidemment que le nucléaire, c'est des catastrophes, comme on l'a vu à Fukushima, qui continuent d'ailleurs, et puis des déchets radioactifs, etc. Et donc, finalement, une voiture électrique rechargée à l'électricité nucléaire, eh bien, n'est pas meilleure qu'une voiture thermique ou une voiture électrique rechargée au charbon. En CO2, le problème de ça, c'est qu'il faut bien choisir le bon critère. Aujourd'hui, on a fait du CO2 la bête noire, et je suis d'accord, c'est pas le seul élément qu'il faut intégrer. Je crois qu'il faut, par exemple, se dire l'énergie solaire, qui est infiniment disponible sur la planète, va nous permettre de régler beaucoup de problèmes, on n'utilise pas assez. Or, le couplage énergie solaire, un peu d'énergie nucléaire, parce qu'en fond de panier, pour le moment, c'est meilleur que le pétrole ou le gaz. Moins pire que Et tout ça... Ça se discute. Oui, mais c'est ce genre d'arbitrage qu'il faut être capable de faire, sachant que, in fine, le consommateur final est imputable de ses choix, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est nous, en tant que consommateurs, qui décidons d'aller chercher notre pain avec notre voiture. C'est pas le gouvernement. Donc il y a un moment aussi où il faut que, dans l'éducation, rentre le fait que nous avons des choix à opérer, et ces choix ont des conséquences sur l'environnement. C'est une mentalité, dont vous parliez tout à l'heure aussi. Effectivement, alors il y a énormément de discussions, de déclarations, d'émissions sur l'environnement, sur le fait de préserver notre planète, d'économiser. Donc ça parle énormément et tant mieux. Pour le moment, sur la planète, on ne voit pas les effets parce qu'on est toujours dans une consommation. Alors cette année, avec le Covid, c'est le Covid. Seul le Covid a été capable de pousser les êtres humains à faire un petit peu de réduction de consommation. Quand on reste à la maison, oui, forcément, bien sûr. Mais hormis ça, malgré toutes les belles paroles, l'humanité continue à toujours consommer toujours plus d'énergie, de matières premières et à épuiser
cette pauvre planète qui n'en peut plus beaucoup. Pour clôturer le chapitre écologie, ça veut dire que moi, par exemple, dans ma tête, j'étais persuadé que la voiture de demain serait entièrement électrique. Mais est-ce que ça veut dire, d'après ce que vous me dites aussi, ça veut dire que finalement, ça ne va pas signer la fin de la voiture thermique? Donc, on n'est pas sur le point de fermer, de ne plus utiliser le pétrole. Je pense que effectivement, il y a un problème. Ou alors on a une date. Il y a un problème qui se pose, c'est que pour avoir une voiture électrique, il faut de l'électricité. Oui. Bon. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 1 milliard de gens sur la planète qui n'ont pas couramment accès à l'électricité. Ils n'ont pas non plus couramment accès à l'eau courante, ce qui est un problème. Donc, il est évident que la voiture à gaz de pétrole va être utile dans un certain nombre d'endroits où il n'y a pas d'électricité, parce que le pétrole se transporte bien. Le jerrycan, tout ça, c'est quand même très pratique. Donc, il restera un talon de voitures et de véhicules à moteur thermique. Un des grands espoirs, d'ailleurs, c'est que ces véhicules pourront être motorisés demain à l'hydrogène. Dès lors que l'on sait faire de l'hydrogène vert, c'est encore un autre problème dans des conditions économiques. Vous savez, le problème... L'hydrogène n'est pas trouvable dans l'État, il faut générer de l'énergie pour en faire. Exactement, et on retombe, sur le même problème. Il faut bien savoir qu'il n'y aura jamais de solution miraculeuse qui permettra aux humains de continuer à se comporter de manière irresponsable, mais sans qu'il y ait aucune conséquence environnementale ou sociale. Ça n'existera pas. À nouveau, la seule solution, ça serait que collectivement, les êtres humains deviennent raisonnables. On n'y est pas encore. On est très loin de ça même. Un problème de compromis raisonnable. Effectivement, c'est ça le travail d'éducation, de sensibilisation des élus et des citoyens qui doit être fait, qui est un long cheminement, un très long cheminement. Mais moi, je suis assez optimiste. Je pense que les nouvelles générations sont peut-être plus sensibles que les précédents. Vous savez, on se chauffait au charbon dans le temps, personne n'y trouvait rien à redire. Il y avait en France, jusque dans les années 60, des dizaines de milliers de mineurs qui étaient les héros de la société française, puisqu'ils avaient redressé la société française en 1945. Donc, les choix évoluent. Les choix évoluent en fonction des contingences et en fonction des technologies. Et demain, on va se rendre compte que l'énergie solaire est quelque chose de très efficace. Quand on va pouvoir la stocker à peu près convenablement, quand on n'aura pas d'énergie disponible, on va trouver des nouveaux compromis. Mais attention, la solution, elle n'est pas que technologique. Elle est comportementale. Il faut considérer que utiliser de l'énergie, quelle qu'en soit la forme, et on peut dire que manger de la viande, c'est utiliser de l'énergie. Parce que pour faire 1 kilo de viande, il faut beaucoup d'énergie. Utiliser de l'énergie, ça a un coût. Ça a un coût environnemental. Et ce coût environnemental, pour des raisons économiques profondes et anciennes, n'est pas intégré dans le prix de vente du produit. C'est ça le problème. Alors, est-ce que ça veut dire que cette nouvelle génération qui sera un jour consommatrice de cette nouvelle façon de rouler, entre guillemets, qu'est-ce que ça va changer pour le consommateur dans 30 ans? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que les voitures électriques vont être plus chères, moins chères? Est-ce que la voiture de demain je crois qu'il y aura moins de voitures. Fondamentalement, je pense qu'il y aura moins de voitures. Il y aura moins de voitures. On va vers des villes plus vertes, plus piétonnes, plus écologiques. Pas que les villes d'ailleurs, parce que moi je pense aux périphéries urbaines ou aux zones rurales où je vis. On va mutualiser les transports. Ça, c'est un truc extrêmement important, parce que mettre 4 personnes dans une voiture, c'est plus intelligent que d'en mettre une. La voiture, elle pèse autant et elle ne va pas consommer plus. Location de voiture, partage de voiture, etc. Mais ça veut dire aussi navette organisée par des autorités organisatrices de mobilité pour aller collecter les gens. Moi, je vois dans mon coin en montagne, il faut aller dans les hameaux. Quand on est tout seul, sans voiture, on est complètement isolé. Donc, il faut organiser des collectes pour prendre les gens, mais aussi pour distribuer les biens. N'oublions pas que la mobilité, c'est la mobilité des personnes, mais la mobilité des produits. Il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut des médicaments, etc. Et il faut raisonner globalement, biens et personnes. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut rationaliser tout ça. On ne le fait pas aujourd'hui. Moi, je vois, pendant la période de confinement, j'étais affolé de voir les camionnettes de livraison, toutes se disperser dans la nature, alors qu'il n'y a pas de mutualisation des livraisons. Et ça, on peut le faire avec de l'intelligence collective. Mais il faut que derrière, il y ait le business model qui va avec. Il faut pénaliser les livraisons individuelles. Il ne faut pas que les livraisons soient gratuites, il faut qu'elles soient payantes. Il faut que les gens prennent conscience que leurs décisions ont un impact environnemental. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Donc ça passe par quoi ça? Ça passe par une éducation dès le plus jeune âge? Ça passe par quoi? C'est le gouvernement qui doit instaurer Le portefeuille. De toute façon, tout est lié au portefeuille. Alors effectivement, si on veut faire économiser l'énergie aux gens, il faut faire payer l'énergie beaucoup plus cher. Mais là, on retombe sur des questions sociales. C'est toujours pareil. Les gens les plus privilégiés vont dire « ça coûte plus cher, mais c'est pas grave, je monte le chauffage quand même parce que j'ai les moyens ». Et on va retomber sur des grosses problématiques sociales et à juste titre. À nouveau, ça fait référence à tout un tas d'œuvres de science-fiction qui paraissaient absolument invraisemblables, vers lesquelles on semble se diriger, où on va avoir des zones de relégation avec des gens qui n'auront pas les moyens de se déplacer, de se chauffer, et puis peut-être protégés par des armées de gars casqués à qui on donnera les moyens d'être un petit peu moins pauvres que les autres, mais il faudra qu'ils leur tapent dessus pour empêcher d'aller se mélanger aux gens privilégiés qui, eux, auront les moyens. Donc, à nouveau, c'est soit il y aura une mutualisation générale des richesses sur la planète et puis un comportement beaucoup plus raisonnable, soit on va vers des moments très, très sombres. Ce qui veut dire que finalement, si on résume, la voiture de demain n'est pas aussi idéale ou idéaliste en tous les cas qu'on pouvait le penser finalement. Il n'y aura pas de miracle. C'est ça. Il n'y aura pas de miracle, mais je pense qu'on peut progresser. C'est vrai qu'il y a quand même des aberrations dans la voiture d'aujourd'hui. On fait des véhicules qui roulent à 250 km/h, qui sont conçus qui pèsent le poids nécessaire pour que les tôles absorbent l'énergie cinétique en cas de choc. Et ça, c'est complètement absurde. Il faut accepter de faire des voitures plus légères, avec d'autres matériaux d'ailleurs, et qui vont certes protéger leurs occupants, mais qui ne sont pas conçus pour rouler à cette vitesse. Il faut accepter de rouler à 100 km/h. Surtout qu'il n'y a pas de route aujourd'hui, où a priori, vous avez le droit de rouler à 250. Voilà, il faut rouler à 100, 120 km/h en sécurité, avec des voitures légères qui consomment peu d'énergie, qui sont intelligentes, qui se connectent et qui permettent d'être chargées au maximum, ou de biens ou de personnes. Il faudrait aussi qu'on arrête de transporter des marchandises sur toute la planète dans tous les sens. On parle des circuits courts, mais il faudrait que toute marchandise, tout produit vienne de pas très loin et qu'on n'ait plus besoin d'avoir des camions qui traversent la planète dans tous les sens, des bateaux, Et on en revient à la question de l'optimisation. Et même, y compris nos propres déplacements. Alors, on le disait, pendant longtemps, les êtres humains, ils se déplaçaient très peu, restaient dans leur village. Des fois, ils n'avaient même pas vu les villages aux alentours. Et puis, on a eu accès à l'énergie, aux voitures, et donc on a commencé à se déplacer beaucoup plus, puis à partir en voyage, alors au moins à nouveau pour les gens les plus privilégiés, et aller loin, voir d'autres pays, etc. Mais il est très plausible et peut-être très souhaitable on arrive maintenant dans une période de l'humanité où on va réduire nos déplacements, se déplacer moins, parce que ça deviendra très cher, très compliqué de se déplacer, et que finalement, peut-être qu'on finira au final avec, on viendra au point de départ. On n'a pas envie de la connaître, la voiture de demain, en fait. On n'a pas du tout envie de la connaître, sa voiture de demain. Juste avant de conclure très rapidement, on a souvent tendance à penser, en tout cas quand on s'imagine les voitures du futur, à la voiture volante. Ça n'existera jamais? C'est un avion. Marginalement, je pense qu'il y aura quelques usages. Ça reste un fantasme un petit peu. Oui, parce que énergétique. Airbus, ils travaillent sur des transports urbains de type drone. Mais tout le monde. Bon, vous savez, ils ont des actionnaires, ils font de la com, ils disent on n'est pas ringard. Il faut faire rêver aussi. Tu parlais de Corben Dallas dans le 5e élément. On ne fera jamais de course-poursuite avec une voiture volante en plein New York. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais il y a derrière tout ça aussi un élément dont on a peu parlé, qui est la sécurité. Qui est le plus important dans tout ça, il faut que la mobilité se fasse en sécurité. Aujourd'hui, le système le plus sûr, c'est l'avion, et qui n'est pas le meilleur sur le plan énergétique. Sauf que on commence déjà à imaginer des avions avec des carburants moins polluants, etc. Le train ensuite vient. Le train, c'est parfait. Le train, c'est un transport de masse. On parlait des tramways, c'est aussi extrêmement positif. Donc, il faut optimiser le rapport énergie, sécurité, valeur d'usage. Or, on a laissé le marché arbitrer. Et c'est là où il va falloir réguler, parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire.
La collectivité n'a pas les moyens de se payer toutes les infrastructures possibles et inimaginables pour couvrir tous les choix possibles. Et la Terre n'a pas les moyens de supporter toutes les pollutions possibles et inimaginables dont notre cerveau fertile est capable. Donc il faut faire des arbitrages, des choix, un compromis raisonnable, durable. Et ça, c'est un énorme travail démocratique qu'il faut assurer et mettre en œuvre par l'éducation et par les choix politiques. Merci infiniment de nous avoir éclairé sur ces points différents. Vous l'avez compris, la voiture de demain, ce sont nos pieds finalement. Donc on va essayer, le vélo aussi, et le vélo, oui. Et voilà, on va essayer en tout cas de moins polluer. On n'a pas hâte forcément d'être dans le futur, mais en tous les cas, c'est très, très intéressant. Donc merci encore une fois, merci Damien. Écoute, moi j'ai appris qu'il n'y avait pas de voiture volante à venir. Donc, ah ouais, moi je suis très déçu également. Franchement, et puis c'est le retour du cheval et de la diligence bientôt. Donc, non, on plaisante bien sûr. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'On s'en parle.